un peu de trouble dans l'ordre dominant qui met ensemble les mots et les choses, les mots et les images. La riposte, c'est vous. Suivez la chaîne, activez la cloche, donnez au poste. La question, c'était, tu es sur place, raconte-nous comment tu vis cette audience, comment tu réagis au prononcé de la décision. Ouais. Ben, déjà, il faut se rendre compte que c'est un rendu d'audience, hein. C'est des verdicts qui sont donnés souvent de manière très expéditive. Et avant moi, il y avait une dizaine de verdicts qui étaient donnés, notamment, je pense, par pas mal de personnes qui étaient menacées d'OQTF. Et là, tu vois que c'est très, très expéditif. Ils sont soit pas là, soit leurs avocats sont pas là. Et ça envoie. Il y a eu 10 dossiers comme ça avant le mien. Et quand ça a été mon tour d'entendre le verdict, j'ai vite compris que ça se passait pas si bien que ça, puisque dans un premier temps, la juge annonçait un certain nombre de relax dont je bénéficiais, notamment sur les aspects de dégradation mineure et de tag. Là-dessus, je suis relaxé par rapport notamment au tag qui avait été écrit devant la gendarmerie de Niort le 1er mai pour Serge et les 200 blessés, Dubé, Vestieux, Darmanin en prison. Ça, je suis acquitté faute d'éléments probants. Et ensuite, j'ai compris que la peine initiale, enfin la sanction concernant les affaires de dégradation et de menace, était pas celle qui avait été prononcée en première instance. En première instance, j'avais près de 20 000 euros de réparations financières diverses et variées envers la COP de l'eau, qui est la société privée qui construit les bassines chez nous. Et en fait, était assorti à cette peine de 20 000 euros 6 mois de rétention avec bracelet, ce qui très clairement était assimilé à une peine de prison ferme. Et ça, très très clairement, je suis vraiment tombé des nues parce que il n'en avait jamais été question, en tout cas sur cette affaire. Et puis surtout, ça faisait pas partie du tout des réquisitions de la procureure 2 mois avant, hein. C'est une piste qui n'avait pas du tout été évoquée. Voilà, donc j'en ai témoigné dans la presse. Je suis assez surpris, choqué, même scandalisé de cette décision. Alors, tu arrives à faire une blague en sortant du palais de justice. Est-ce que cette blague, tu la sors par désespoir? Ou parce que tu as un homme de bon goût et que tu aimes bien les bonnes vannes? On peut raconter la vanne. Ouais. En sortant du tribunal et puis en prenant conscience que mes libertés vont être très franchement atteintes, contraintes, je lance la vanne que si je dois avoir un bracelet électronique, j'espère que ce sera le même que celui de Sarkozy, d'autant que la même journée, on apprenait qu'il, dû à son grand âge, il ne serait pas à nouveau soumis à ce bracelet électronique. Et je rappelle que quand Sarko a été contraint, c'était un bracelet électronique à géométrie variable qui lui a permis d'aller au théâtre, d'aller au resto, d'aller même aux Bahamas, je crois, si mes renseignements sont bons. Voilà, donc si c'est le même dispositif, je m'en accommoderais bien volontiers. En fait, en faisant... Ouais. Non, vas-y. Non, mais vas-y, t'avais une réflexion là-dessus. Non, mais en faisant ça, évidemment, tu places la décision là où elle doit être, c'est-à-dire sur le terrain politique. Cette vanne explique bien voilà qu'on est dans une justice de classe là. Oui, justice de classe, de poids, de mesure. C'est ça, pas le même traitement selon que vous serez puissant ou misérable. Il y a plein de réflexions de Sakabila. Ce sentiment de poids de mesure et d'injustice, il a été renforcé également par le fait que le même jour, on apprenait que les responsables de la coordination rurale qui avaient mis à sac les locaux de l'Office français de la biodiversité dans la Creuse, qui avaient menacé les fonctionnaires qui bossaient dans cet établissement-là, eux étaient relaxés. Parce que l'État avait décidé d'abandonner les poursuites. Oui,
on en est là, quoi. Là, je me suis pris vraiment fort dans la gueule. On en est à cette étape-là. On en est à ce niveau de. Et je sais pas si je peux parler de compromission entre la justice et le pouvoir sur ce dossier-là. Je me refuse vraiment à rentrer dans un truc du justice pourrie, etc. N'empêche que celle-ci, elle questionne fort, et elle questionne d'autant plus fort que pour justifier sa décision, la présidente du jury, dans son jugement écrit, me cite comme quelqu'un de violent potentiellement, de pouvant faire tout et n'importe quoi pour parvenir à ses fins. En fait, plus grave encore que la décision elle-même, c'est que j'ai l'impression que les opérations de manipulation de l'opinion publique à la Darmanin, et en nous mettant justement cette cible d'éco-terroriste, hein, c'est pour ça que je porte toujours ce tweet pour dire mais c'est vraiment c'est ridicule, quoi. Mais en fait, c'est pas si ridicule que ça, dans le sens où ça prend, y compris chez des juges qui sont pourtant formés, informés, et auraient normalement une sorte de sens critique, et de être capable de regarder ça avec ce que c'est, en fait, juste une opération de manipulation. Excuse-moi, hein, je me lève, et tout ça est un petit peu encore embrouillé, quoi, hein. Non, mais c'est parfait. On a le temps et encore une fois, je te remercie d'être levé tôt. Et je vais dire la vérité. Donc je te dis, ouais, ça sera à 8 heures. Tu me dis, ah, c'est tôt, c'est tôt. Alors après, je t'envoie un truc un peu automatique où il y a écrit que ça va durer 10 minutes. Et là, tu m'envoies un petit mot en disant, 10 minutes? Genre, je vais pas me lever pour 10 minutes. Et je te dis, non, t'inquiète Ah, pas, il y en aura pour une c'était demi-heure pas tant tranquillement. ça. Non, non, tu Bon, m'aurais dit que c'était 10 minutes, je me serais levé tout autant, hein, là-dessus. bon, Déjà, la ça France doit. qui se lève tôt, à 8 heures, je pense que je suis, ouais, je suis pas un pionnier, hein, ça va. Alors, non, non, je sais bien. Alors, je dois dire aussi que là, tu parles avec une maîtrise de ta parole, un contrôle de ta parole, parce qu'en fait, il y a d'autres rendez-vous judiciaires qui t'attendent. Donc, évidemment, ta parole est, voilà, je pense que tu la pèses. Et donc, il faut bien comprendre les sous-titres et les sous-entendus dans ce que tu peux dire. Alors, si tu veux bien, on va revenir sur ce qui t'était reproché. Alors, il y avait la grillade partie du 2 octobre 2022 à Sainte-Soline, où là, entre autres choses, on t'a accusé du vol d'une pelle à grains. Alors, est-ce que tu as été reconnu coupable de ça ou pas? Alors, il faut repréciser que cette pelle à grains, elle appartenait à Océalia, et qu'Océalia, c'est une des principales coopératives agricoles, méga coopératives agricoles du territoire, qui pousse assez largement à la roue pour que les bassines se construisent, hein. C'est pas n'importe quelle entreprise. Et donc, il avait été inscrit un tag sur un panneau au bord de la coopérative, où il était marqué que Océalia était signataire du protocole de construction des bassines, et donc un complice des bassines. Et il y avait cette pelle à grains, en effet, que j'avais trouvée sur site, pensant que ça appartenait à des camarades, quoi, et avec laquelle je m'étais baladé. Pelle à grains qui était cassée en deux, hein. Donc, en m'en saisissant, j'avais absolument pas conscience de commettre une infraction si lourde qu'un procureur puisse juger que c'était suffisamment signifiant pour mobiliser tous ses collègues et tout cet attirail, ces enquêteurs hyper pointus, etc. Et donc, oui, sur cette affaire du tag et de l'appel à grains, ça n'a pas donné de suite, ça n'a pas donné lieu à des sanctions, ça a été considéré comme des dégradations mineures. Et donc, je suis pas tout à fait absous de ma grande responsabilité sur cette affaire d'État. Néanmoins, c'est pas ça qui a alourdi la, la décision de justice, quoi. Il y avait aussi ce jour-là l'inscription au marqueur effaçable sur un panneau de la coopérative Océalia, celle-là même dont tu viens de parler. Inscription qui disait Océalia, complice des bassines, signataire du protocole. C'est ça, tout à fait. Et c'était, en effet, quand on fait un tag, quand on s'exprime à l'oral, quand on fait une affiche, etc., c'est dans le champ de l'expression politique. Et donc, ça nous paraissait en effet tout à fait important de rappeler l'implication de ces grands groupes et de ces grandes coopératives dans ces projets de bassines, parce que
très souvent dans nos argumentaires, on dénonce le fait que c'est l'agro-industrie qui a la manœuvre. Alors, c'est quoi l'agro-industrie? Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de bénéficiaires des bassines qui font « Ah ben nous, on n'est pas si gros, c'est pas nous l'agro-industrie ». En fait, s'ils ne sont pas l'agro-industrie, ils en sont au moins les laquais, au moins les serviteurs, et ou les esclaves. Enfin, en tout cas, ils sont bien asservis par ces organismes-là. Et donc, ça nous paraît toujours aussi important de dénoncer finalement qui sont les bénéficiaires principaux de ces chantiers de bassines. Et pour le coup, là, j'aurais envie de faire le pont avec la décision qui m'a finalement conduit à cette sanction lourde. Comme tu l'as évoqué, c'est sur les questions des dégradations qui ont été commises lors de la manif de Sainte-Soline 1 le 29 octobre. Et puis également 2022. concernant les 2022, ouais. Et puis c'est concernant également les menaces qui auraient été proférées à l'encontre à la fois des bénéficiaires des bassines, des irrigants eux-mêmes, et puis à la fois à l'encontre des des entreprises qui allaient bénéficier de ces chantiers. Et en effet, en amont du démarrage du chantier de Sainte-Soline, parce que je le rappelle, hein, ou nous, moi je ne suis qu'un porte-parole d'un collectif, je suis qu'une des voix qui Bien s'exprime sûr. dans les médias ou par rapport à ce collectif. Nous avions décidé que si le chantier démarrait, nous porterions à connaissance de l'ensemble des citoyens et citoyennes les bénéficiaires des bassines, le nom des bénéficiaires des bassines, et ce qu'on savait également des entreprises qui allaient qui avaient obtenu les appels d'offres. En l'occurrence, sur ce chantier-là, l'un des gros billets va à l'entreprise Charpentier, qui est une entreprise de BTP très active en Vendée et qui a déjà à son actif de la construction de nombreuses bassines. Et comme je l'ai rappelé devant la juridiction, lors de l'audience, c'est en aucun cas une menace. C'est juste rendre public des informations qui auraient dû être données publiquement. Puisque la règle en France, elle reste quand même celle-là, c'est que quand on bénéficie d'argent public, et je rappelle que sur les projets de bassines, c'est l'ordre de 70% de l'argent qui est donné par différents organismes, notamment par l'Agence de l'eau, l'obligation, c'est que le nom des bénéficiaires, et ça paraît tout à fait logique, soit rendu public. Et c'est clair que ça me scandalise d'autant plus d'être condamné pour des menaces, pour avoir rendu public une information qu'en fait, la préfecture était dans l'obligation de donner, ou la COP de l'eau était dans l'obligation de donner. Et l'obligation de la donner, c'est même pas moi qui le dis, c'est qu'il y a eu plusieurs recours devant la commission d'accès aux documents administratifs qui disait expressément au préfet que non, c'était pas optionnel. Les citoyennes et citoyens, les élus du territoire et autres devaient avoir connaissance des bénéficiaires de ces ouvrages. Alors, précisément, tu l'as rappelé, c'est important, c'est là-dessus que tombe la décision des 6 mois fermes, hein, c'est sur ta participation à ce groupement. Il y a aussi dégradation d'un tuyau d'irrigation, me semble-t-il. Et en fait, ce qu'on comprend à la lecture du jugement, c'est que la Cour retient en fait ta seule présence en tant que porte-parole, puisqu'il n'y a pas d'autre élément que celui-ci pour te condamner. Hein. C'est-à-dire que c'est le porte-parole là qui est condamné. Je me trompe ou pas ? Très clairement. Oui, très clairement. Et donc, c'est un petit peu aujourd'hui la logique implacable de la justice qui dit que si on est considéré, s'il y a suffisamment d'éléments pour attester que vous avez participé à un attroupement, à un groupement dans lequel des dégradations ont été commises, que vous les ayez commises ou pas, vous en êtes responsable juridiquement, pénalement. La juge, elle a eu aucun problème à admettre le fait que lors de la manif de Sainte-Soline 1, je n'étais pas dans le cortège qui a fait tomber les grilles. Je le rappelle, j'étais dans le cortège blanc, qui était le cortège qui avait les modalités d'accès à la bassine des plus pacifiques. On avançait les mains levées, sans aucun geste, etc. Moi, précisément, ce jour-là, dans le cortège blanc, c'est même pas ma fonction, c'est la fonction que je me suis donnée ce jour-là, durant le cortège, parce que j'étais pas du tout associé à tous les aspects d'encadrement de manifs, de déploiement, de consignes lors du cortège. Donc j'avais pris l'initiative de devancer à chaque fois le cortège blanc pour aller au-devant des forces de l'ordre qui étaient disposées à chaque fois en rang sur les routes et qui nous empêchaient de
de franchir ces routes et d'aller vers la bassine. À chaque fois qu'on était trop près, ils nous arrosaient, comme ils l'ont fait à Sainte-Soline 2, largement de gaz lacrymo. Moi, pour éviter les lâchers de lacrymo, j'allais au-devant des flics pour demander à voir les gradés et leur préciser que nous étions pacifiques, qu'on n'avait aucune animosité à leur encontre, que dans le cortège, il y avait des élus, il y avait des enfants, il y avait des personnes âgées, de manière à, en fait, leur faire se rendre compte que tout tir auquel ils allaient procéder ne se justifiait pas, que la question de la légitime défense ne serait jamais imputable vu notre comportement et vu la distance à laquelle ils commençaient à nous arroser. Dès qu'on était à moins de 50 mètres, les pluies de lacrymo tombaient. Et un jour, il faudrait m'expliquer quel danger on représente pour des forces de l'ordre quand on est à 50 mètres de leur personne, quoi. Donc, ouais, c'est cette logique implacable qui dit que si on en trouve un sur les 30 000 et qu'il y a des réparations, les réparations, elles peuvent imputer à celui-là. Peux-tu nous rappeler ta condamnation en termes d'amende? Ça s'élève à combien? En tout et pour tout, ça représente un peu plus de 20 000 euros. Dans le détail, on me fait porter le chapeau pour la dégradation des 123 grilles de chantier qui sont tombées lors de cette manif. Et ça représente un budget de près de 11 000 euros. Et puis en première instance, la COP de l'eau avait réclamé 5 000 euros et 2 500 euros au titre des frais de justice engagés et également au titre des dommages et intérêts et du préjudice moral. Et comme j'avais fait appel de cette décision et que ça a enclenché de nouveaux frais de justice, il y a 1 500 euros supplémentaires qui se sont rajoutés à cette douloureuse. Ouais. Alors, à propos de douloureuse et de chapeau, il y a un chapeau qui tourne sur une collecte pour toi. Alors, je sais pas exactement ce que dit la loi par rapport à ça. Est-ce qu'on a le droit de collecter de l'argent pour payer ces amendes? Je crois que on sait pas trop, hein. Ouais, c'est très très délicat. Il y a une subtilité sur le plan juridique. Alors déjà, je vais préciser que à l'heure qu'il est, a priori, il y a 2 cagnottes qui ont été ouvertes. Il y en a une qui existe depuis longtemps, qui est sur Helloasso et dont on peut retrouver les coordonnées sur le site des soulèvements ou sur le site de Bassine Non Merci. Hein, c'est la caisse de lutte D'accord. mise en branle et qui permet notamment l'accompagnement sur le plan juridique, le fait qu'on puisse avoir des camarades qui nous accompagnent lors des procès, donc ça prend en charge des frais de déplacement, ce genre de choses, quoi. Et puis, il y a d'autres camarades qui ont pris l'initiative de faire une cagnotte qui est pour le coup, mais plus spécifiquement dédiée et qui va être notamment qui va permettre le fait que là, pendant 6 mois, je vais pas pouvoir bosser. Jusqu'alors, j'étais également titulaire du RSA. Voilà. Et que l'hypothèse que le RSA soit sucré parce que je vais devoir changer de domicile, enfin, je vous épargne les détails, c'est une hypothèse qui est assez probable et puis dont je voudrais m'affranchir. Mais là, j'avoue qu'à l'heure qu'il est, je suis dans le flou le plus absolu parce que quand il y a ce type de décision, ça signifie que par la suite et assez rapidement, je devrais passer devant le juge d'application des peines et ça sera une journée importante puisqu'il va à la fois devoir décider quel est le logement de rattachement, quel est le périmètre, la longueur de la laisse finalement. Et puis aujourd'hui, c'est pas au poste. Leur mot d'ordre, c'est de me mettre à la niche, à la maison, en tôle. Enfin, ouais, c'est et également les possibilités de sortie. Quelles seront les possibilités? Alors attends. Que je m'écarte. Ouais. Avant que tu continues, je voulais dire que je montre donc cette deuxième cagnotte qui en fait n'est pas faite pour payer ton amende, puisque ça il y a un petit doute on va dire, mais pour subvenir en fait à ta perte de revenus qui était déjà maigre puisque tu es au RSA et donc cette cagnotte elle est là, elle était ce matin à 1895, elle est à 1925 maintenant, ce serait bien les amis qu'on dépasse les 2000 au minimum là pendant l'entretien, quoi. Hein, moi, je veux bien faire la valise ou téléachat, je sais pas quoi. Aidez Julien Leguet, aidez-le, merde alors. Voilà. Donc, on est à 1925. Moi, je reste bloqué. Tant qu'on n'est pas à 2000, on tient l'antenne. Voilà. Il faut peut-être pas dire ça parce que les gens vont avoir envie de t'entendre pendant des heures et des heures.
peut-être un peu de trouble dans l'ordre dominant qui met ensemble les mots et les choses, les mots et les usages. La riposte, c'est vous. Suivez la chaîne, activez la cloche, donnez au poste.